Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. La saison des classiques s'est achevée ce dimanche avec Liège-Bastogne-Liège, le 4e monument de la saison, qui a été remporté par Remco Evenepoel chez les hommes et Demi Vollering chez les femmes. Remco Evenepoel qui est venu signer un doublé et Demi Vollering qui a fait le triplé après l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne. On va donc revenir dans ce podcast, et bien sûr, ces deux dernières classiques, la Flèche Wallonne et surtout notamment donc Liège-Bastogne-Liège. Et pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir nos trois consultants spécialistes du jour. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et on complète l'équipe avec Titouan, salut Titouan. Salut tout le monde. Et bien voilà, vous savez tout, vous avez le programme. Attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors pour commencer, on va se concentrer bien évidemment principalement sur Liège-Bastogne-Liège, hein. En partie parce que la Flèche Wallonne se résume toujours beaucoup au mur de Huy. Déjà donc pour Liège-Bastogne-Liège, première question, comment est-ce que vous avez trouvé la course ? On va d'abord parler de la course masculine et on viendra ensuite à ce qui s'est passé du côté des femmes. Donc ce Liège-Bastogne-Liège homme, comment vous l'avez trouvé ? C'est assez conforme à Liège-Bastogne, je dirais que c'est assez monotone jusqu'aux dernières bosses et après ça se décante dans les dernières bosses. L'innovation depuis l'année dernière, c'est que la Redoute a retrouvé un rôle décisif, mais sinon c'est pas forcément les courses les plus passionnantes de la saison de manière générale. Et ce Liège-Bastogne-Liège-là, après selon l'appréciation qu'on peut avoir du fait qu'un coureur écrase la course d'un seul coup ou pas, et qu'on soit admiratif de l'exploit ou un peu saoulé parce qu'il n'y a plus de suspense, après ça dépend, ça va faire l'appréciation de la course de cette année, mais c'est pas une des plus mauvaises éditions, c'est pas une des meilleures éditions, mais voilà. Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses toi, de ton côté ? J'ai souvenir des éditions où à 1,5 km de l'arrivée, il y a encore 80 coureurs dans le peloton pour pouvoir se jouer la gagne. Alors effectivement, il y a plus de suspense, mais on ne peut pas vraiment dire que c'était mieux. Donc la Redoute a retrouvé un rôle, c'est plutôt pas mal. Alors bon, cette année, on s'attendait à une domination de Pogacar, finalement on a une domination d'Evenepoel vu que Pogacar n'était plus là dans le final à cause de sa chute. Donc, effectivement, comme Yann l'a dit, il y avait plus de suspense et le ressenti général quand une course est écrasée par quelqu'un dépend toujours plus du ressenti qu'on a sur le coureur en question que sur la qualité générale de la course. Mais franchement, j'ai souvenir de 2 décennies de Liège-Bastogne-Liège où on s'ennuyait à mourir. Donc, non, on va pas se plaindre que ça ait bougé dès la Redoute. Titouan, toi non plus tu vas pas te plaindre que par rapport à la litanie d'arrivée à Anse où il se passait pas grand chose, voire rien avant la côte de Saint-Nicolas, on a vu de l'action un peu avant quand même. Ah, c'est vrai que ça change parce que là, au lieu d'avoir une Flèche Wallonne bis avec juste un peu plus de distance, cette fois on a juste un championnat du monde de chrono à partir de la Redoute. Donc, non mais je suis partagé parce que j'aimerais bien dire que la Redoute, le fait que ça se déclenche là, ça rend la course plus passionnante. Sauf que le fait que ce soit Remco qui le fasse et que personne n'arrive à suivre et que du coup, ce soit juste du bourrinage de son côté pour lui et soit un jeu tactique derrière pour faire deuxième, j'arrive pas à m'emballer non plus. Il y a un côté où on y reviendra après, mais on a eu l'impression que quand Remco Evenepoel a attaqué, la course a été assez vite pillée, quoi. C'est simple, il y a Koch, il a tenu quoi 10 km Non, même pas, non. Il a franchi le sommet de la... il a rejoint Evenepoel juste après le sommet de la Redoute, et puis après, dans la petite remontée de Corrémont, il a pété. Hein. Ah, voilà. Donc, il a tenu 4 km. Exploit de l'année, à mes yeux. Bon, on signalera que c'est toujours mieux que l'année dernière où personne n'avait réussi à suivre ou revenir sur Evenepoel. Hein. Après, l'année dernière, il avait surpris un peu les gens. Enfin, il y avait des coureurs qui étaient dans sa roue qu'on
qu'on sautait sur le faux plat où il attaque. Mais en soi, les favoris de ce jour-là avaient pas été en position de pouvoir suivre. Là, c'est vraiment tout le monde l'a vu, tout le monde était prévenu. Il n'y a eu aucun suspense quand il allait attaquer, machin. Même on s'est dit, il attaque pas tout de suite, il attaque 200 mètres plus tard, quoi. Mais là, pour le coup, il n'y a eu aucune surprise. Là, c'est vraiment juste à la jambe. Qui fait quand même une différence par rapport à l'année dernière. Après, par rapport au parcours, alors vous avez tous les trois relevé le fait que bon, par rapport aux arrivées à Anse, c'était mieux. Donc, si on devrait faire le bilan, là, on vient d'avoir 5 éditions depuis ce nouveau final, cette arrivée qui est revenue dans Liège et plus sur les hauteurs à Anse. Est-ce que ce nouveau final, c'est une réussite pour vous? Pour moi, oui, clairement. On a eu plusieurs choses variées déjà. Sur 5 ans, on a eu des coureurs qui s'isolent dans la redoute, des coureurs qui s'isolent dans la Roche au Faucon, des petits groupes qui jouent la victoire au sprint. On a eu des choses variées. Rien que ça, c'est une réussite. À l'exception d'Evenepoel qui a fait copier-coller 2022-2023, mais oui. Même pas encore, parce qu'au final, il est parti. Il avait fait une attaque plus décisive dans la redoute l'année dernière, mais c'était plus proche de l'arrivée. Alors que là, il s'est retrouvé à partir un peu loin, puisqu'il y avait de petits détours qui étaient faits avec les forges. Donc, c'est pas exactement le même non plus. Mais voilà, quoi. Mais même sur l'ensemble, on a 2 années qui se ressemblent. Oui, sur 5 ans, on a eu des scénarios de course différents. Yoann, j'avais pas l'impression que tu étais d'accord avec ce que disait Geoffrey. Oui, enfin, les scénarios variés, c'est soit ça attaque dans la Roche au Faucon, soit t'as un mec monstrueux qui attaque dans la redoute et qui part plus loin, mais c'est pas vraiment ça que j'appelle des scénarios variés, quoi. Ouais, mais après, sur le parcours, ce que propose Liège, à partir du moment où on fait l'aller-retour de Liège vers Bastogne vers Liège, c'est ce que disait Philippe Gilbert dans les commentaires, sauf si tu dis, bon, allez, la course, on va faire 320 bornes pour changer un peu de terrain. On est un peu limité par ce qu'il y a à offrir. Franchement, le doute entre est-ce que ça va se jouer dans le final, est-ce que ça va partir dans la Roche au Faucon, est-ce que ça va partir avant, je préfère ça à un doute. Bon, est-ce que ça va partir dans Saint-Nicolas ou est-ce que ça va juste se faire dans la Côte d'Anse? Oui, mais Ou là, la tu vois, une année qui était rajoutée, qui changeait pas ouais, mais enfin, grand-chose. c'est un peu le constat de ça, c'était très nul. Donc on remet un truc qui est pas terrible, mais c'est mieux. Enfin, je sais pas, je vois J'ai pas pas que demandé. La question, c'est pas est-ce que c'est bien, c'est est-ce que c'est mieux. Yoann, comment est-ce que tu voudrais faire mieux, toi, pour la déjà fin de parcours? que la Roche-au-Faucon soit plus la côte finale, parce que c'est une côte qui est beaucoup trop décisive pour l'intérêt de la course. Et effectivement, peut-être qu'on va rentrer dans une ère où de toute façon, tu auras toujours des mecs qui attaqueront à 30, 40, 50, 60 km de arrivée, à la limite. Quel que soit le parcours que tu pourras mettre, à la limite, on s'en fout. Ce qui est un peu ce qu'on met beaucoup sur les classiques en ce moment. Mais c'est pas un beau parcours. Tu as tout le final qui est vraiment très monotone et très moche dans la rentrée vers Liège, où tu prends des bretelles d'autoroute globalement, quoi. Je sais même pas comment Madouas et Guillaume Martin ont réussi à partir, parce que normalement, c'est pas une portion où tu peux vraiment sortir. Qui, si jamais tu es vraiment là pour jouer la victoire, ça te laisse peu d'opportunités tactiques, rien. Enfin, globalement, tu joues juste dans les côtes finales. Et limite, un truc que je trouve bien, c'est ce qu'ils ont fait cette année, le petit détour après la redoute. Je trouve que ça fait une belle zone, justement, où ça met bien en valeur la côte des Forges et où ça fait une belle zone pour pouvoir lancer la course avant la Roche-au-Faucon. Mais le final, je le trouve franchement aussi inintéressant que Reims, quoi. C'est pas les mêmes défauts, c'est pas les mêmes problèmes, mais limite, je trouvais que Reims c'était une plus belle arrivée, quoi. Et par rapport au final, est-ce qu'il y en a sur Rochefoucauld? Aussi, je trouve que elle est un peu trop dure et ça galvanise un peu trop l'attention proche de l'arrivée. On s'est mis à passer par la Rochefoucauld parce que la route habituelle avec la côte du Sartillement était inempruntable parce que le pont à Tilf permettait pas de faire passer la course. C'est bon, là, depuis quelques années, il y a un nouveau pont qui est installé dans les rues de Tilf. On peut relonger l'Ourthe quelques kilomètres et monter vers le Sartillement. De toute façon, on bascule par là après Boncel, après avoir fait la Rochefoucauld. Donc éventuellement, ça ferait un truc un peu plus court. Donc la nouvelle portion là, qui a été rajoutée autour de Cornement, il se retrouve à être un peu plus proche de l'arrivée. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut être attesté par là, ou alors après les Forges, je sais pas, partir du côté de Chaudfontaine avant de récupérer Liège. Il y a plusieurs choses qui peuvent être tentées dans ce coin-là. Sinon, tu fais plus extrême. Tu vires carrément Redoute, Rochefaucon.
mais juste des côtes un peu plus roulantes sur la fin, et tu mets en valeur la trilogie Wano, Tokyo, Haute-Levée. Là, ça pousse vraiment à partir de loin, et ça permet de tenter des coups tactiques, ça permet d'avoir un jeu d'équipe, ça permet de... Parce que je pense que avec l'avènement des mutants, comme on dit, le temps, il n'est pas trop au durcissement des parcours, mais plutôt à les simplifier presque. C'est-à-dire Donc, avoir des... C'est-à-dire qu'en gros, un parcours qui serait entre guillemets plus simple avec des difficultés moins marquées, ça permettrait de jouer plus sur l'aspect tactique. Ça, il y a le côté surprise. Tu sais pas où les favoris peuvent attaquer, si ce n'est la trilogie. Enfin, imaginons la trilogie Van Tokyo Clevé, mais il y a du potentiel quand même un peu plus loin de Liège. Et là, tu ouvres la course, tu as des potentiels où les équipes effectivement peuvent jouer le surnombre parce que l'aspiration joue davantage. Les outsiders peuvent piloter. Enfin, voilà, il y a des choses à tenter, je pense. Président, je pense pas non plus qu'on peut supprimer toutes les codes vraiment qu'il y a après la trilogie Stock Levé, parce que mine de rien, quand tu es à Spa, la route la plus courte de Spa à Liège, elle doit faire une quarantaine de bornes, et encore, c'est une quarantaine de bornes. Si tu veux pas des côtes trop dures, du coup, tu fais pas monteux non plus, donc bon, tu te retrouves à passer par le maquisard. Est-ce qu'on a vraiment envie du retour du maquisard dans le final de Liège-Bastogne-Liège Pour le fun. Mais bon, ça garde la haute levée avant le Rosier et tout ça, à plus de 50 bornes de l'arrivée. Donc, oui, de toute façon, avec ce qu'est Liège-Bastogne-Liège, on pourra pas mettre One Stock Levé à 20 bornes de Liège. Hein. Non, ou alors on arrive à Spa, mais c'est pas Liège non plus. Voilà. C'est dans la discussion au moment d'arriver à Spa, justement, et de changer le parcours un peu. Ah ouais, il me semble qu'à un moment, ça parlait vraiment de délocaliser complètement l'arrivée, de mettre Spa en avant comme arrivée. Je pense que c'était un peu une discussion qui intéressait beaucoup surtout les gens de Spa, mais... Oui, bah tu m'étonnes. Oh, ce serait à tenter, hein, une arrivée à Spa, ça détendrait les coureurs, je pense. Une arrivée à Spa, il risquerait de faire une arrivée encore plus dure, tu sais, ou de stocker à 10 bornes de l'arrivée, quoi. Si on arrive à Spa, du coup, One Stocker, Haute-Levée, Rosier, ça se retrouve avec le final, et bon, bah, ça va bouger à 25 bornes de l'arrivée, on va se dire que ça va continuer à attaquer dans les dernières côtes très difficiles, qui va être Stocker, qui va remplacer le rôle de la redoute actuellement, donc ça changerait rien. Oui, ce serait juste dépasser le problème si on mettait l'arrivée à Spa. Non, mais moi je parle juste de simplifier le tracé après cette trilogie. Bon, après, évidemment, il y a des contraintes. Après, pour parler en dehors de notre avis à nous, c'était aussi l'avis de Dan Martin, par exemple, pour parler d'un coureur qui a déjà gagné la course, tout ça, que le final était un peu trop décisif et que ça valait le coup de simplifier un peu pour dynamiser un petit peu la course. Mais c'est toujours pareil. Ouais, il a dit qu'il aimait bien l'arrivée à Anse, donc bon. Oui, non, mais après, il avait dit qu'il aimait bien l'arrivée à Anse, mais que d'un point de vue spectateur, c'était pas forcément la même chose, quoi. Bon, donc si on devrait résumer un peu vos pensées à vous trois, ça serait dire que le final depuis 2019 est un peu mieux que le final à l'arrivée à Anse, mais qu'il y a toujours moyen de tenter quelque chose pour avoir mieux. En essayant de proposer quelque chose qui puisse davantage jouer sur le côté tactique. Avec ça, j'ai bien résumé votre pensée. Ça et la contrainte de toute façon géographique qui fait qu'on arrive du sud de Liège. Oui, voilà. À moins de faire 320 bornes, tu peux pas finir en arrivant par le nord de Liège. Bah, si on veut que Madouas gagne la course, franchement, c'est pas une mauvaise option. Hein. Non, mais si on veut que Madouas gagne la course, on garde le même tracé, on fait 2 fois et on fait une grande boucle. On fait un circuit avec 2 tours, Liège-Bastogne, Liège-Bastogne-Liège. Bon, bref, revenons à la course de cette année. Déjà aussi, je vous avais demandé un petit peu votre avis. On a sur le forum, il y a évidemment, comme traditionnellement, la petite question, quelle note mettriez-vous à cette édition 2023 de Liège-Bastogne-Liège ? Et alors là, visiblement, c'est quand même très serré. Il y a beaucoup de votes, entre 2 sur 10 et 7 sur 10. Vous, où est-ce que vous vous mettriez ? J'ai voté 4 sur 10, moi. 4 sur 10, pourquoi ? 4 sur 10 parce que, bon, même si on s'est un peu fait chier quand même, pour parler crûment, après l'attaque de Remco, on a quand même eu derrière, bon après ça reste toujours pas pour la victoire et c'est ça qui est dommageable comme souvent,
Mais on a quand même eu derrière un peu des petits coups tactiques, enfin des coups tactiques, des tentatives de ressortie, tout ça. Bah, ça a bougé. Pour une fois, il se passait quelque chose sur Liège. Bon, la caméra l'a pas trop montré, mais c'était quand même relativement sympa à suivre. Et bon, puis il y a quand même eu l'espace d'un espoir que Pidcock puisse suivre. Et quand bien même, même avant ça, il y a eu l'attaque de Tratnik, le coup tactique qui a été tenté. Il a toujours le et si Madouas avait pu suivre. Enfin, ça c'est Johan qui vient de parler de ça en off, mais ouais, si Madouas avait pu suivre, oui, je crois à César, c'est à César. Si Madouas avait pu suivre, qu'est-ce que ça aurait donné Tu me cites quand même vachement de positif pour un 4 sur 10 quand même. Non, mais parce que quand même, on s'est globalement ennuyé. Enfin, c'est à Liège-Bastogne-Liège. Déjà, bon, c'est un monument un peu. C'est pas le monument le plus passionnant. Quand on est passé à côté, enfin, le dernier monument belge, c'était le Ronde. C'était une folie. Paris-Roubaix, bon, c'était incroyable aussi. À côté, tu tombes à Liège. Bon, bah forcément, déjà, c'est toujours chiant. T'es pas surpris non plus? Non, on n'est pas surpris. Ça reste foncièrement une course peu intéressante. Et dans tous les cas, c'est difficile de mettre plus de 5 sur 10 à Liège-Bastogne-Liège, même dans les scénarios les plus fous. Johan, est-ce que tu mettrais toi la moyenne à la doyenne? Moi, je mettrais 6. En vrai, ça va. S'il y avait un côté, c'est un peu le côté fascinant ça, du truc. Tu vois la quick step écrémée par l'avant. Après, tu vois Remco attaquer tout seul. C'est un peu la Sky en 2012 sur le Tour de France, quoi. Donc, ça, t'as une plus-value un petit peu spectacle, un peu où ça saute dans tous les sens, où ça explose, où c'est un peu n'importe quoi. Et même si c'est pas la course la plus passionnante du monde, c'est pas, enfin, c'est un peu fascinant. Donc, tu regardes, c'est pas si désagréable. Il t'avait quand même souvent des petits trucs qui bougeaient, qui faisaient que c'était un peu intéressant. La lutte pour le podium qui était intéressant derrière Remco, même si on n'a rien vu parce que la réalisation ne voulait pas le montrer, mais c'est bon, Voilà. je l'ai placé. Hein. T'as dû râler sur la réalisation. La réalisation qui était catastrophe. Ouais, mais du coup, après, je trouve que ça, on s'en souvient, enfin, on s'en souviendra forcément parce que le palmarès de Evenepoel, voilà, mais c'était pas si mal, c'était pas si ennuyeux, c'était mieux que beaucoup d'éditions de Liège-Bastogne-Liège. C'est quand même vachement mieux qu'une édition avec Simon Gerrans qui gagne au sprint, quoi. Donc, Geoffrey, de ton côté, moyenne, pas moyenne? Ah oui, moyenne. Sur une échelle générale avec toutes les classiques, je ne mettrais pas plus que 5 parce que c'est pas transcendant non plus, mais on va dire pour un Liège, si on se base sur le dernier Liège, je mettrais un 6 comme Yann. Pour les mêmes raisons, comme il dit, il ne s'est pas passé énormément de choses, c'est-à-dire ça flingue pas dans tous les sens, mais c'est Liège-Bastogne-Liège, c'est pas, c'est pas une Flandrienne, c'est pas Paris-Roubaix, c'est pas là où on va avoir de la tension, de l'animation et où il va se passer des trucs sans arrêt. Mais avec le tempo de la quick step, contrairement aux autres années, il se passait mine de rien des choses avec de l'élimination par l'arrière. Les 3 qui sont sortis dans ce toque, après le rythme auquel on a passé les difficultés qu'il y avait avant, c'était pas non plus c'était pas une attaque complètement pétée comme on avait pu avoir dans le Maquillard il y a quelques années, où il y avait 3-4 mètres complètement random qui avaient anticipé la redoute. Voilà, quoi, qu'on pratique Malias et Sheffield sortent. Bon, ça fait pas se lever de son siège, mais ça fait réagir un petit peu. Quand on voit des bons grimpeurs comme Mikel Landa ou autres, on se dit pas, tiens, c'est un favori qui saute, mais c'est pas juste un équipier random qui se fait distancer. Donc, il s'est passé un petit peu de trucs. Ensuite, en finale, on a eu l'animation qu'on s'attendait. Enfin, qu'on s'attendait une fois l'abandon de Pogačar acté. On a même eu un peu plus parce que Pidcock est resté et a su s'approcher. On n'a pas eu plus très longtemps. Les Belges qui sont contents, le champion du monde qui gagne à domicile, ça fait toujours une belle image. Si on s'arrête au maillot, le cuissard blanc. Je sens que le cuissard blanc, il a pas laissé indifférent quand même. C'est pas si bleu, quoi, le cuissard blanc. Ah, il s'est peut-être inspiré de Mathieu Van Der Poel, qui, quand il avait le maillot de champion des Pays-Bas, des fois il sortait le cuissard blanc, et souvent c'était bon signe. Ouais, mais le cuissard blanc avec un maillot arc-en-ciel sous la pluie, depuis les traces du papier de verre de Tony Martin dans les contre-la-montre, c'est difficile. Johan Titouan, vous validez pas le cuissard blanc de Remco Evenepoel? Bah non, ça rappelle des souvenirs de champion du monde dans les années 2000. C'était pas l'époque du style, quoi. Donc,
mais Ouais, les yeux, Tom- il ne faut pas. Tom Bennett sur le Tour des Flandres, quand même. Je C'était suis classe. désolé, moi je Mais- suis pas fan de Boonen, donc je peux pas dire ça. Mais justement, tu fais bien, parce que je crois que c'était... j'avais vu la stat. Voilà la gueule de la stat, mais que c'était... le dernier champion du monde à remporter un monument avec un cuissard blanc, c'était Bettini sur le Tour de Lombardie en 2006. Je crois que j'avais vu ça. Donc, Il y en a des gens effet... qui font des stats sur ça, là. Et c'est même pas... elle vient même pas de Geoffrey, celle-là. Non, mais bon, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude de voir, hein, les cuissards blancs avec un maillot de champion. En général, maintenant, c'est de plus en plus noir, quoi, les cuissards. S'il fait beau, ça passe. Bon, après, Oui, moi, bon. j'aime bien, t'assumes le côté tout en couleur. C'est la combi, quoi. Après, c'est pas très intéressant. Il fera un cuissard arc-en-ciel ou un truc qui pète. Ou j'en Ouais, sais rien, voilà. là, ça- Assumer, mais t'as un cuissard au couleur de l'UCI, quoi. Ah, c'est Ouais, ça. je suis pas sûr que l'UCI accepte, mais ils sont assez pointilleux sur leur maillot et sur leur tenue, mais bon. Un cuissard du style des maillots EF, tu sais, quand ils mettaient des canards sur leur truc et tout. Ouais, il faut dire que côté Quick-Step, ils ont déjà eu il y a 2 ans un champion du monde qui a levé les bras sur Liège avec un cuissard noir. Donc bon, maintenant il fallait l'image avec un cuissard blanc. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait, il fallait tout. Et puis peut-être que le cuissard blanc, ça a aidé à pas faire n'importe quoi dans le dernier kilomètre, quoi, aussi. Bah, ça va, là, il pouvait zigzaguer comme il voulait dans la dernière ligne droite. Il s'était facilité la tâche, ouais, Remco. Oui, il s'est fait son décrassage, tu sais, dans les derniers kilomètres, retour de sortie, tu sais, tu ralentis, retour au calme, machin. Lui, il se l'est fait en pleine course. Ah, parce qu'il continuait à fond, il pouvait aller chercher l'écart que Berzin avait fait en 94. Oui, avec du coup un écart de 1 minute et 6 secondes sur les premiers poursuivants, à savoir Thomas Pidcock 2e et Santiago Buitrago 3e. Justement, concernant Remco Evenepoel, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans sa course, parce que parler de son cuissard c'est bien, mais ça nous dit pas la gueule de sa course. Alors, on l'a vu partir en solitaire après avoir distancé Tom Pidcock pas longtemps après le sommet de la Redoute, dans la petite remontée sur Cornémont après le sommet de la Redoute. Il s'est fait une bonne trentaine de kilomètres en solitaire pour aller gagner son deuxième Liège-Bastogne-Liège. On va aussi quand même préciser niveau stats, tant qu'à y aller, que c'est le 5e coureur à remporter Liège-Bastogne-Liège en étant champion du monde, avec le maillot de champion du monde. Il y avait eu Ferdy Kubler en 52, Rick Van Looy en 61, Eddy Merckx en 72 et 75, et Moreno Argentin en 1987. Remco Evenepoel qui est donc le 5e coureur et qui s'ajoute à cette liste. Comment est-ce qu'on pourrait juger la performance du Belge, du champion du monde de Belge, sur ce numéro qu'il a réalisé dimanche? Comme tu dis, c'est un numéro qu'il a fait. Il a attaqué sur le haut de la Redoute, là où on s'attendait à ce qu'il attaque. Il a fait le ménage. Ça n'a pas suffi. Il en a remis un deuxième coup dans la foulée, dès que la route remontait légèrement. Cornémont, si on compare à tout ce qu'il y avait autour, c'est pas la côte la plus difficile. Et il s'est vite montré largement au-dessus des autres. D'ailleurs, tu évoquais le sondage sur le forum. Il y a quand même pas loin de 10% des votants qui ont noté la course Remco sur 10. Ce qui résume bien un petit peu le fait, hein, c'est... Voilà, ça résume bien la course. Enfin, le final de la course. Oui, non, toute la course, d'ailleurs. C'était pas à faire. Oui, bah après, fatalement, une fois que Pogacar n'était plus là, ça reposait beaucoup autour de Remco Evenepoel. Il a su répondre aux attentes aussi. C'est ça, les pronostics étaient majoritairement sur Pogacar. Ils sont ensuite passés majoritairement sur Evenepoel. J'ai failli avoir de bons pronostics avec Tratnik. C'était osé, mais pourtant, sur le coup, on y a cru. Hein. On est quand même des spécialistes, hein, de rien sur Chasse Patate. Pas grand monde l'avait vu, l'attaque de Tratnik qui aurait pu chambouler la course. Il y a un forumer qui avait dit que Jumbo pouvait anticiper avec Tratnik. C'est ce qu'ils ont fait. Franchement, on n'est pas les seuls. Il y a quand même des forumers clairvoyants. Nous ne sommes pas... Ce podcast n'a pas l'apanage. Il se reconnaîtra s'il écoute, on l'espère. Justement, toi, Titouan, comment est-ce que tu caractériserais la victoire de Remco Evenepoel dimanche? En fait, j'ai du mal à la caractériser parce que, comment dire, elle est tellement impressionnante
en fait, il fait passer ça presque pour quelque chose de facile. On est habitué à ces numéros. Là, spontanément, comme ça, je pense à ce numéro Tour de Pologne en 2020. Il y en a tellement. En fait, il donne une telle impression de facilité que c'est ennuyant et du coup, c'est pas aussi passionnant presque qu'une victoire de Pogacar où Pogacar, bon, il écrase la course tout pareil. Hein, il attaque, il écrase les pédales et voilà. Mais il y a un je ne sais quoi qui fait que les victoires de Remco, je les trouve moins prenantes que celles de Pogacar. Ça reste que Remco, là, pour l'instant, il a à peine il vient d'avoir 23 ans. C'est tellement précoce d'avoir déjà 2 Liège-Bastogne-Liège, un grand tour, un championnat du monde. Et surtout gagner Liège avec le meilleur champion du monde, c'est quelque chose qui restera dans les dans les listes de stats, quoi. Enfin, comme tu dis, il y a quelques grands noms qui l'ont fait. Donc non, ça pose le bonhomme. Et là, on assiste quand même à une génération, surtout entre lui et Pogacar, qui domine tout partout. Et je crois qu'on n'a pas fini de bouffer des stats. Oui, c'est le premier depuis Merckx, ou c'est le premier depuis, allez, si on est gentil, Hinault, à faire le doublé. Voilà, donc j'ai peur maintenant. Cette victoire, elle me fait juste peur du moment où il se mettra à aller sur les pavés. Faut juste qu'il en ait l'envie après. Hein. Ouais, voilà. Après, il est belge, donc pas possible que le pays lui pousse. Et, si on écoute ses propos, il a pas quand même l'air hyper chaud. Tu n'aurais pas vu. Oui, on va dire qu'il a pas forcément, surtout dans ses années juniors, il a pas forcément d'extrêmement bonnes expériences. Mais bon, ça remonte un petit peu, hein. On sait jamais, ça pourrait changer. Puis on sait que par exemple un Bernard Hinault a gagné Paris-Roubaix alors qu'il avait pas envie d'y aller en fait. Hein. Donc, Puis à côté, de toute façon, les Belges, entre Van Aert et Evenepoel, ils ont de quoi couvrir un peu tous les terrains. Donc, il y a de quoi faire. Je pense que le public belge va pas être trop triste si Evenepoel ne va pas tout de suite dans les Flandriennes. Il faut encore que Van Aert gagne un autre monument. C'est ça le petit twist. Voilà, de préférence le Tour des Flandres, hein, mais... Ou Paris-Roubaix, c'est pas une course belge. Voilà, c'est pas loin. Mais quand même, je parlais aussi des Belges, il y a un truc qu'on peut évoquer pour Evenepoel. Les Belges, en une trentaine d'années, ils gagnaient quasiment jamais Liège. Les victoires de Van den Broek et de Gilbert, c'était des événements parce que les Belges gagnaient plus. 2 victoires consécutives juste pour la Belgique. Là, c'est tombé sur une équipe, mais juste pour la Belgique. Ça doit remonter peut-être aux années Merckx. C'est ça. Eddy Merckx 75, Joseph Bruyère 76. Bon, à l'époque, par contre, vu les Belges sur les classiques, ils devaient en gagner peut-être 10 ou 12 d'affilée. Mais... Bah, disons qu'en 76, il y a un triplé belge, quoi. Ouais. Bon, c'est plus le même cyclisme que l'année dernière, même si bon, en 2022, on avait eu un triplé belge aussi, hein, donc avec Quinten Hermans 2e et Wout van Aert 3e. Titouan, tu disais un peu la domination d'Evenepoel, elle est un peu ennuyante en comparant à Tadej Pogacar. Si on compare un peu sur des courses qui sont relativement similaires, l'Amstel Gold Race remporté en solitaire par Tadej Pogacar après une trentaine de kilomètres en solitaire, et Liège-Bastogne-Liège remporté par Remco Evenepoel après une trentaine de kilomètres en solitaire, avec aussi d'ailleurs Tom Pidcock qui est à chaque fois le dernier coureur à résister. Et Ben Illy. Et Ben Illy qui était aussi encore là dans le coup. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où Remco Evenepoel, quand il part, il n'y a aucun moment où il perd du terrain, alors que Tadej Pogacar, à un moment, il y a Ben Illy qui a repris 5-10 secondes? Si, totalement. Bon, Pogacar, en plus, il a un peu l'aide de la voiture, donc bon, ça, c'est pas sa faute, mais voilà. Mais si, il y a complètement cet effet-là. Il y a l'effet... Pogacar paraissait à un certain moment prenable. Comme sur le Tour des Flandres d'ailleurs, où, même si c'est encore une autre course, évidemment, mais tout proche de l'Amstel d'ailleurs, mais on a cru qu'il pouvait se faire reprendre par Van der Poel à un moment. Enfin, en tout cas, on l'a imaginé, on a trouvé que c'était plausible. Là, quand on a vu Pidcock péter, déjà, quand Pidcock tenait la roue, on s'est dit que c'était waouh, c'est fort. Peut-être qu'il allait se battre au sprint avant, enfin, moi j'y ai cru genre 30 secondes. Là, on n'a pas du tout cet effet-là avec Evenepoel. Et bon, après, il y a aussi la différence aussi, c'est peut-être que l'Amstel, le parcours est plus simple. Pogacar, c'est pas non plus un coureur très lourd, donc sur le plat, il aurait pu éventuellement se faire reprendre par un plutôt beau roller comme Benil. Mais bon. C'est-à-dire que là, le fait que Pogacar ait abandonné,
Vous regrettez en imaginant ce que ça aurait pu donner face à Evenepoel? La semaine dernière, on craignait une différence de niveau trop nette entre les deux, puisque Evenepoel a montré là, clairement, il était au niveau. Et donc, ça aurait pu être bien violent, un vrai face-à-face entre les deux. Oui, mais après, c'est un peu ce qu'on disait, de toute façon, qu'Evenepoel il a besoin de lâcher Pogacar. Et je suis pas convaincu que sur ce qu'il a montré, il aurait lâché Pogacar dans les bosses. Peut-être il est plus fort que lui de manière générale, mais après, au pire, dans le plat, tu te mets dans la roue, prends des plus petits relais, et puis dans la bosse, tu tiens le choc. Donc, Bon, après, ça reste des si. oui, parce c'est que, de la spéculation. Mais pour venir à la comparaison avec l'Amstel, c'est pas la même course et Pogacar a fait d'efforts beaucoup plus loin que Evenepoel sur la course. Pour soi, Evenepoel, il sera à 35 bornes de Liège. Sur l'Amstel, ça part à 90 bornes. Pogacar, il fait déjà des efforts. Au moment où il attaque avec Pitcock et Eli, il est déjà avec sa crevaison. Il faut qu'il refasse une bosse à bloc pour revenir. Et puis après, il revient, il attaque. Enfin, c'est pas exactement la même configuration. Donc c'est aussi, c'est sûr que ça aide pas non plus. Mais si on prend par exemple le Tour des Flandres de Pogacar est au moins aussi largement impressionnant que le Liège d'Evenepoel, sachant que sur le Liège d'Evenepoel, il n'y a pas un équivalent à Mathieu Van Der Poel. Donc, là, en soi, il n'y avait pas d'autres mutants en face, pour reprendre le terme. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres coureurs à peu près proches du niveau d'Evenepoel pour mieux jauger, juger, évaluer la performance du Belge. Ça aurait été intéressant de voir par rapport à un Roglic, par rapport à un Pogacar, de voir comment ça aurait donné, quoi. Là, du coup, il se retrouve un peu tout seul dans sa zone. Il y a Pitcock qui est là, mais Pitcock qui reste encore un peu plus dans la zone des autres coureurs. Donc, c'est assez limite, quoi. Est-ce que c'est pas dommage, ça aussi, de se retrouver avec un petit groupe de coureurs où on sait que quand il y en a un seul au départ, il y a une grande chance que ce soit lui qui gagne? Eh ben, c'est bien parce que vous connaissez enfin la souffrance qu'on a en cyclocross depuis Mathieu Van Der Poel et Van Aert sont là. C'est-à-dire que tu as des débuts de saison hyper intéressants avec plein de coureurs, avec Van Torenhout, avec Quinton Hermans, machin, et c'est super cool. Et tout d'un coup, tu as les deux qui débarquent et puis qui écrasent tout. Et puis s'il y en a un qui est un peu moins bien que l'autre un jour, les courses sont nulles. Donc voilà, c'est un peu toujours le même problème, quoi. C'est toujours à espérer qu'il faut absolument que les deux coureurs soient là pour que la course soit intéressante. C'est un peu pénible, forcément. Justement, je rebondis sur un de tes tweets, Yoann, que tu avais mis pendant la course dimanche, pendant Liège, après l'abandon de Pogacar. Alors, tu avais dit, si l'intérêt d'une course s'effondre parce qu'un coureur n'est pas là, c'est que la course est nulle. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Et que Paris-Roubaix, même si un coureur n'est plus là, la course est intéressante, par exemple. Donc on en revient au fait que Liège, c'est une classique qui est plus intéressante du côté des coureurs parce que c'est hyper dur, que c'est hyper prestigieux, que vraiment tu vas un peu au bout de toi-même, que du point de vue du spectateur où souvent c'est un peu ouais. Donc c'est plus ça, c'est plus sur la course que forcément la configuration actuelle ça aide pas avec les coureurs qui se détachent, mais c'est un peu plus ça, quoi. Oui, c'est plus pour le côté spectacle. Après, au final, ce qu'a fait Remco Evenepoel, le fait qu'il y ait autant d'écart de performance par rapport à ses adversaires, le fait qu'il y ait aucun autre coureur à son niveau, on va dire ça n'enlève rien à la qualité de sa performance, non? Non, non, parce que de toute façon tout le monde a vu que c'était monstrueux et que de toute façon la question c'est est-ce qu'il y a des coureurs qui auraient pu rivaliser, donc c'est que de toute façon tout le monde a bien enregistré que c'était une performance monstrueuse. Donc ça enlève absolument rien à sa performance, presque sans doute ça presque renforcé parce qu'il y a encore plus ce sentiment qu'il est seul au monde, donc je sais pas. Mais oui, ça a rien enlevé. C'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'il avait fait l'année dernière. Et, je sais pas, c'est beaucoup plus impressionnant, mais c'est beaucoup plus marquant que ce qu'il avait fait l'année dernière. Et tout le monde a reconnu que c'était absolument monstrueux et peut-être une des plus grosses perfs sur les classiques depuis très très longtemps, ou au moins du niveau de ce que Pogacar a fait sur les dernières, quoi. Et puis, même en termes d'image, aussi bien pour le public belge que pour lui, gagner de cette manière avec le maillot de champion du monde, comme il a dit, c'est bon, je l'ai ma photo vainqueur avec le maillot de champion du monde, le maillot arc-en-ciel, parfait là. Là, t'as bien le temps de prendre la pause, hein, tu sais, tu te mets, alors je vais tenter cette pause là, attends, je fais ça. Tu sais, t'as limite 300 mètres, tu peux tenter des poses différentes, comme ça tu prends la meilleure photo. Franchement, il aurait pu descendre de vélo et puis porter le vélo ou faire un truc un peu. Voilà, faire une Philippe Gilbert sur le Tour des Flandres. Ouais, un wheeling ou j'en sais rien, quoi. Après, il avait peut-être peur qu'il y ait un manifestant écologiste qui passe.
C'est pas impossible non plus. Bon, en tout cas, cette année, il a pas été embêté. Il y avait juste la voiture rouge de direction de course qui était là derrière pour gâcher un petit peu la photo, on va dire. Ah, c'est dommage, ça aurait été en France, ça se trouve, t'aurais eu un mec qui court derrière avec une casserole, quoi. Ouais. Bon, on va revenir sur Remco Evenepoel, le champion du monde. Alors, bon, j'avais un petit peu anticipé cette question, mais du coup, je me l'étais noté, je vais vous la poser quand même. Pour les adversaires de Remco Evenepoel, est-ce qu'il y avait quelque chose de possible à faire pour espérer gagner la course? Si toutes les équipes balancent un mec devant au moment où Tratnik, Sheffield et Madouas y vont, ça fait un gros bordel et la course c'est plus la même non plus. Bah justement, Madouas y est pas vraiment allé non plus, il s'est relevé un petit peu. T'as Tratnik qui bourrinait comme un débile à 80 bornes de l'arrivée, donc ça sert à rien de se cramer non plus, quoi. Donc pour toi, c'était le coup d'anticiper au moment où ça a été lancé avec Tratnik et Sheffield, ça aurait pu être un mouvement intéressant? Mais ça aurait pu être un mouvement tout court, déjà. Mais dans l'absolu, si on regarde la course, est-ce qu'à part Tom Pidcock, un seul adversaire d'Evenepoel a couru pour gagner? Bah ça c'est une question qui est à poser aux coureurs un petit peu. Il y a pas mal de coureurs qui sont un peu résignés. Hein. Je crois que j'avais vu c'était Mathias Askelmose qui disait avant le départ, j'espérais faire podium. Quand j'ai appris que Pogacar avait abandonné, je me suis dit écoute, je vais peut-être pouvoir faire deuxième. Il y a du presque du dépit un peu face à la force d'Evenepoel. Hein. Mais après, il y a des trucs à tenter pour l'affaiblir, c'est toujours la même chose. Là, Evenepoel s'est fait déposer comme il faut, parfaitement comme il faut, par son équipe dans la redoute. Il y avait moyen d'essayer de faire sauter ses coéquipiers avant la redoute, ou au moins de les cramer avant la redoute. Si t'as un Van Wilder qui roule avant la redoute, il peut pas faire la même montée. Et après, peut-être qu'il peut pas faire exactement la même attaque. Peut-être qu'il est obligé d'y aller un peu plus au punch. Et peut-être au punch, Pidcock s'accroche, se crame dans la gueule. Enfin, Ouais. moi, je sais qu'à un moment, il y a Mollema qui a attaqué un peu, genre 50 bornes de l'arrivée. Et puis après, tu as eu une période de transition avant la redoute. Il y avait au moins 4 coureurs de Sky qui étaient juste derrière les quick-step qui voulaient pas attaquer. Là, tu fais attaquer 2 coéquipiers ensemble, tu fais rouler, comme ça, tu n'as plus que Van Wilder, il roule derrière, et ça fragilise Evenepoel, même si ça aurait peut-être servi à rien, ou parce qu'il y avait trop de différence de force. Mais il y avait moyen pour certaines équipes où il y avait pas vraiment plusieurs cartes, plusieurs leaders, mais au moins d'essayer d'envoyer des coureurs devant pour essayer de perturber un peu le track quick step. Là, on l'a quand même laissé beaucoup faire et attendre que les choses se passent. Donc après, c'était dur d'anticiper parce que le rythme était vraiment énorme, donc tu ne pouvais pas vraiment anticiper beaucoup de temps. Mais par exemple, si tu as Traknik, Madouas, un ou deux autres coureurs costauds qui partent, peut-être qu'ils passent la route juste devant Evenepoel, qui peuvent essayer de s'accrocher derrière. Peut-être qu'il y a des mini trucs à tenter, donc c'est toujours pareil. La ligne, elle est très très ténue, donc tu n'as pas beaucoup de marge pour réussir les choses. Mais effectivement, si vraiment tu veux essayer de tenter de gagner, tu peux tenter quand même, essayer de faire des trucs. Même si ça servira peut-être à rien, même si ça va peut-être être inutile. Mais en plus, si c'est des tactiques collectives, se dire que ça ne te crame pas spécialement toi, ça crame tes coéquipiers. Enfin, autant les utiliser. Mais... Après, de toute façon, c'est sûr que la Soudal Quickstep a joué parfaitement le jeu de Remco Evenepoel en fatigant la course. Quand tu te retrouves à avoir Mauro Schmidt qui roule à 80 bornes, Julien Alaphilippe qui roule à 60 bornes... Ils remercient aussi leur coéquipier sur la moto qui les a bien tractés pendant toute la course. Alors oui, ça c'est un autre point sur lequel vous êtes plusieurs à râler, les motos qui étaient assez proches des coureurs. Ça a donné un peu d'inspiration. Quand tu as une équipe qui roule comme ça, qui veut calmer sa course, c'est d'autant plus important de ne pas avoir des coureurs qui sont en tête de peloton, qui se fatiguent moins, parce qu'il t'a une moto juste devant, effectivement. Enfin, ça truc un petit peu le jeu, quoi. Bon, après, ça avantage pas tout le monde. Hein. Pidcock, il a une moto devant lui pendant 4 km. Bon, il est pas légalement. Ouais, c'est sûr que le pool au rythme où il allait, c'était très rapide. Titouan, justement, le scénario qu'imaginait Johan, de pouvoir un moment anticiper, faire travailler un peu plus, notamment Ilan Van Wilder, c'était faisable à ton avis? C'est complètement faisable parce que même si les équipiers de la Soudal étaient très forts, enfin, Ivervac, par exemple, était très, très solide. Mais je pense qu'en anticipant d'assez loin, en attaquant, un peu comme ce qui a été fait sur le Tour des Flandres, finalement, par le groupe Pedersen, Kung, tout ça, un groupe d'outsiders qui part assez tôt, ça aurait peut-être pu jouer
et tenter de bouleverser la course. Pas dit que enfin, voilà, je me perds, que Evenepoel il lâche tout le monde s'il y a un groupe à c'est un groupe à 30 secondes d'avance sur lui après la redoute. Pas dit qu'il puisse les lâcher après et encore moins qu'il puisse les battre au sprint. Bon, après Evenepoel, son moteur, je vois très très mal quand même comment il aurait pu se faire battre si ce n'est pas un Pogacar en grande forme ou je sais pas un Van Aert, Roglic. Ouais, je pense que c'était à tenter un gros coup avec des outsiders, même pas forcément avec des équipiers, mais ouais, juste d'autres moins gros favoris qui s'entendent pour tenter de déjouer ce point-là. Et je pense que dans ce sens, l'abandon de Pogacar a aussi facilité, en plus de évidemment son simple abandon, ça a facilité la victoire d'Evenepoel parce que ça a peut-être refroidi les ardeurs des outsiders qui se sont dit bon, allez, je peux faire deuxième cette fois, voire tenter de battre seulement Evenepoel. Evenepoel, il est moins bon au sprint, il est prenable. Voilà, c'était peut-être moins engageant. Après, non, j'ai du mal à voir quand même énormément de scénarios où Evenepoel se fait battre. Et justement, dans le groupe derrière Remco Evenepoel, est-ce qu'il y a un coureur qui sortait un peu du lot, qui était un peu plus fort parmi les autres? Pitcock, hein, il n'arrive pas à suivre parce que s'il a vu ce qui s'est pris dans la tronche dans la redoute, c'était normal de se rasseoir. Mais il avait l'air très très fort. En plus qu'un Buitrago, ou que le groupe qui arrivait derrière. Bon, j'aurais bien aimé pouvoir dire que Madouas se détachait, mais soyons réalistes. Il était très bon, mais pas à ce point. Donc non, ouais, je pense que Pitcock aurait été le vainqueur sans ça. De toute façon, c'est le factuel, c'est le premier des humains, on va dire. C'est le premier des autres, en tout cas. Le premier des autres derrière Remco Evenepoel, qui, cette fois encore, a montré qu'il était un peu... il faisait partie de ce groupe un peu sur un monde d'impart en termes de performance, où il faut sortir les rames si employés pour essayer de les battre. Ben, cette fois, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Justement par rapport à Valentin Madouas, c'est comme ça on va arriver au bilan côté français, côté tricolore. Alors Valentin Madouas déjà 5e, premier français. Après l'arrivée, il a dit je regrette presque de ne pas avoir tenté de faire le saut dans le replat après la Roche au Faucon pour je crois que c'était pour rejoindre le petit groupe qui était sorti dans la Roche au Faucon avec Benilly et Buitrago et Tom Pitcock qui avait suivi. Pitcock a fait le saut justement lui à ce moment-là. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, Valentin Madouas qui avait ce regret-là un petit peu. Malgré tout, ça reste une bonne course, un bon résultat pour Valentin Madouas, malgré ce regret, je veux dire. Surtout en étant planqué la majorité du temps dans le final et pas à l'avant et pas forcément actif. Et plutôt en gestion, oui, c'est globalement le meilleur résultat qu'il pouvait faire. Il aurait fallu effectivement qu'il fasse le saut juste après la Roche au Faucon, mais à partir du moment où il ne le fait pas, il ne pouvait pas faire mieux que 5e, donc c'est très 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 bien pour lui, ça s'est très bien goupillé dans le final. On n'a pas pu voir comment ça s'est fait parce que... On revient à la réalisation. Voilà. Mais du coup, oui, le 5e, c'est quand même très beau sur un Liège-Bastogne-Liège, surtout pour un coureur polyvalent comme lui, c'est bien, ça étale sa palette de places d'honneur sur les terrains différents, sur les classiques différentes. Titouan, Geoffrey sur Valentin Madouas. Même chose, je pense qu'il peut être satisfait de son résultat. On n'a pas vu être en mesure de faire mieux. Il n'était pas là pour la gagne, il n'était pas là pour être avec ceux qui allaient jouer le podium. Il fait le meilleur de ceux qui restent derrière. Intrinsèquement, je ne pense pas non plus qu'il va peut-être se satisfaire juste d'une 5e place à partir du moment où il a déjà fait mieux sur d'autres classiques, mais bon, c'est quand même un bon résultat pour lui. C'est bon signe pour la suite. Oui, non, je vois pas ce qu'il aurait fait de plus. Je vois pas non plus ce qu'il aurait pu faire de plus. Honnêtement, il sort quand même une grosse campagne de classique. Il est sur le pont puis l'Estradé. Il a fait pas toutes les Flandriennes parce qu'il a fait ni Roubaix ni Convé-Velgem. Et il a quand même fait la plupart des grosses classiques flandriennes. Franchement, être encore à ce niveau, il y en a qu'un, c'est simple, qui a été sur le pont depuis autant de temps, c'est Pogacar. On ne sait pas son résultat, mais voilà. C'est placé quand même le niveau de constance du bonhomme et son long, pas pic de forme, mais la bonne forme qu'il a tenu jusque-là.
Après aussi, juste derrière lui, alors quelques secondes, d'ailleurs c'était un peu une surprise, sachant que lui non plus, on l'avait pas vu attaquer, sortir du groupe, et que chez Cofidis c'était plutôt Yannis Zegueré qu'on avait vu dans le gros groupe derrière Evenpool. C'est Guillaume Martin qui a pris la 6ème place, ce qui fait au total quand même un Français 5ème, un Français 6ème, avec aussi deux autres qui étaient dans le groupe, à savoir Pavel Sivakov 14ème et Romain Bardet 15ème. Dans l'ensemble, c'est un bon bilan pour les coureurs français, on peut dire ça? Bah, c'est un bon bilan, surtout qu'il manque certains coureurs. Il n'y a pas Alaphilippe, il y a pas. Enfin, il y avait Alaphilippe, mais pas Pas à 100%. dans les. Pas à 100%, il n'y avait pas Godu. Enfin, il y a Paris et Godu, mais Mais pas à 100% non plus. c'est pas à 100%. Donc, à partir de là, de voir qu'il y a quand même un bon contingent Pas Romain français. Grégoire non plus. Ouais, enfin. Il y avait Cosnefroy Là, pour à l'instant. 100% non Voilà. plus. Non, mais Costefroy, c'est pas sa course. Liège, pour le coup, il n'y a jamais vraiment brillé. Même lui, il le dit. Je crois que son entourage le dit que ça a démonté un peu trop long pour lui. Mais voilà, de voir que on n'a pas forcément nos meilleures cartes sur le papier et que malgré tout ça, on a quand même beaucoup de Français qui sont dans le coup, qui sont costauds, qui sont présents à l'avant, qui peuvent se jouer le podium ou les places d'honneur, c'est quand même très positif. De manière générale, c'est qu'il y a quand même une vraie force collective à ce niveau-là. Sivakov, il est pas loin d'accrocher Benili et Buitrago dans la Roche-au-Faucon. Romain Bardet était très costaud aussi. Après, Madouas et Guillaume Martin ont mieux manœuvré au final, mais il y avait une force collective qui était pas mal. Il y aurait Aurélien Paré-Peintre aussi qui était pas mal. Donc honnêtement, c'était plutôt une belle course des coureurs français. Après, un peu en second rideau, mais de toute façon, comme beaucoup de coureurs. Et après, oui, tu cites Romain Bardet, je crois qu'il passe en 4ème position, je crois, ou 4ème, 5ème au sommet de la côte de la Redoute. Derrière, il y avait Evenepoel et Pidcock qui étaient devant, et il passe avec Schielmose et Ciccone, il me semble. Donc voilà, ça montre qu'il avait les jambes. Alors, il n'a pas réussi à faire mieux, à pouvoir aller jouer le podium, mais en tout cas, dans cette montée de la Redoute, il était bien, il était costaud. Geoffrey, du même avis que Johan, on est sur un bon bilan, et en étant supporter français, en étant français, c'est le mieux qu'on pouvait espérer cette année. Si on regarde côté français au sens large, on sort de quelques années où on pensait avoir un cours en mesure de gagner. Là, c'était pas le cas. Ils font 5 et 6. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal non plus. On va pas s'en plaindre, on est content pour eux, on est content pour eux. Peut-être, on peut se dire que Bardet aurait peut-être pu faire un peu mieux. Mais bon, on savait qu'à partir du moment où il allait être dans un groupe qui arrive au sprint, il serait dans le fond de ce groupe-là. Mais on a deux autres qui sont dans le groupe qui jouent la 8e place. Donc, Bah, ils sont deux, Sivakov et Bardet, dans le groupe qui joue la 8ème place. Groupe qui avait été réglé par Conrad. c'était pas mal, ça n'a pas vraiment pesé sur la course. C'est pas non plus complètement absent. Hein. On reste dans la même idée que pour ce qu'on évoquait pour l'arrivée à 11, quoi. Au niveau du parcours, c'est pas terrible, mais c'était tellement la cata il y a 15 ans qu'on prend. Bon, eh bien alors on s'en satisfait de ce top 5, de ces 5e et 6e places pour nos Français, Valentin Madouas et Guillaume Martin, donc sur ce Liège-Bastogne-Liège 2023. Alors un petit mot aussi sur la course qu'il y avait mercredi, à savoir la Flèche Wallonne. Alors vous aviez beau espérer que la course se lance avant le mur de Huy, cette fois encore ça s'est résumé au mur de Huy, avec Tadej Pogačar qui a réussi à remporter pour la première fois la Flèche Wallonne, il devance Matthias Schielmose et Mikel Landa. Alors la semaine dernière, c'est concernant la Flèche Wallonne que vous étiez le moins confiant pour Tadej Pogačar. Là je m'adresse surtout à Geoffrey Johan, puisque Titon tu n'étais pas avec nous. Donc je veux pas te faire dire ce que tu n'as pas dit, peut-être que tu le pensais aussi, mais est-ce que, Geoffrey, Johan, est-ce que Tadej Pogačar a un peu dissipé les quelques doutes que vous aviez à son égard concernant sa faculté à gravir le plus rapidement le mur de Huy? Il s'est montré au-dessus des autres, mais pas ultra transcendant non plus, mais il n'a pas semblé... c'est assez particulier, il semblait pas hallucinément au-dessus, comme il a pu l'être parfois. Mais d'un autre côté, il semblait pas battable non plus. C'est la faute de la concurrence, cela dit, le fait qu'il ne paraisse pas battable non plus.
Bah ouais, il y a de ça aussi. Mais bon, voilà quoi, un moyen Pogacar, on va dire, ça reste largement au-dessus de la concurrence et il a su maîtriser son sujet et là, il n'y a pas eu de grosses anticipations avant. Ça a été une flèche wallonne complètement classique et le meilleur puncher du lot fait la différence à 150 mètres de la ligne. Euh, Ça suffit. Geoffrey, tu parles de la concurrence. Moi, j'ai quand même une question. C'est avant qu'on prépare ce podcast, j'ai revu la montée du mur de Huy, ce qui équivaut à peu près au résumé de la flèche wallonne en général. Et j'ai quand même une question. Euh, Si Mathias Kielmose, il est dans la roue de Tadej Pogacar quand Tadej Pogacar accélère, sachant qu'à ce moment-là, il a Giulio Ciccone dans la roue. Si Mathias Kielmose, à ce moment-là, est bien placé et il n'a pas 2-3 vélos de retard, est-ce que Kielmose ne a pas moyen de gagner? J'ai le droit de répondre, Dan Martin. Tu peux, oui, le côté placement. Mais voilà, c'est juste pour dire que voilà, la flèche wallonne, c'est pas juste une course de côte. C'est pas juste un sprint en bosse pour Boin, c'est pas juste un concours de route. Il y a une importance primordiale au placement en amont. Et Pogacar a réussi les deux. Il faut être très fort sur la pente, il faut survivre à ces quelques minutes de montée horrible. Pour dire à quel point c'est horrible, à tous ceux qui n'ont jamais été sur place, même à pied, c'est chaud. Ah oui, là. J'y étais il y a quelques années pour la Flèche Wallonne et il suffit qu'il fasse 15 degrés et que le soleil donne, on monte 700 mètres, on est en sueur. Hein. Donc c'est vraiment un truc très très moche en termes de difficulté de pente. Il faut survivre à ça, mais il faut aussi être bien placé parce que c'est vraiment étroit. En plus de ça, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'ils ne veulent pas refaire l'asphalte, ce qui fait qu'il est encore plus dégueulasse et il y a encore moins d'endroits pour tourner. Donc oui, c'est sûr, oui, quand on voit un coureur très fort, s'il est bien placé, il aurait peut-être fait mieux, mais il serait bien placé. Dis-toi un mot sur la flèche wallonne et la victoire de Tadej Pogacar. Bah, la victoire de Tadej Pogacar, elle a semblé inévitable, comme je disais, notamment au vu de la concurrence. Quand tu regardes, j'ai vu personne où je me suis dit, ah, Pogacar est prenable. Mais ce que je retiendrai quand même de la course, c'est les moments où les quelques secondes où j'ai le plus vibré depuis longtemps. C'est l'accélération de Bardet à 700 mètres de l'arrivée et qui se fait tasser. Et la nouvelle accélération à 300 mètres, je crois, enfin, un peu plus proche de l'arrivée, mais quand même assez loin. Il anticipe, peut-être que ça va se regarder et je sais pas, moi ça m'a fait kiffer. C'est surtout la première où il se fait bloquer par Michael Woods alors qu'il est en train de remonter. On peut faire une bête en cours. Quoi. Ah ouais, bon. On se dit qu'il peut faire une bête en cours. C'était quand même bien anticipé parce que c'était avant le virage Ricle-Lyon, c'était très loin de l'arrivée pour le mur de Huy. On va dire que c'était presque suicidaire, mais moi, à titre personnel, j'ai assez kiffé le moment. C'est le côté un peu où quand t'es face à Pogacar, faut tenter quelque chose, quoi. Ah, exactement. Et ça, Bardet, quand même, on s'est assez foutu de lui. Le public, en général, c'est assez fichu de lui sur le fait qu'il était attentiste ou quoi. Mais dernièrement, il a compris qu'il jouait pas dans la catégorie meilleure et il tente un peu. Donc ça, je trouve ça assez agréable. Sinon, je retiens aussi que Mikel Landa s'affirme pas mal sur des efforts de puncher. Ça, il avait confirmé en début d'année en Andalousie. Et là, il continue à prouver que c'est un très bon puncher finalement. C'est pas juste un coureur endurant. Voilà. Et la révélation aussi, Skelmose, qui on savait être un très bon puncher, mais qui, niveau le tour, n'avait pas encore prouvé qu'il pouvait être au-dessus des meilleurs. Donc voilà. Mathias Skelmose, ça va être intéressant de voir ce qu'il sera capable de faire. Il est jeune encore, hein, le Danois, donc selon ce qu'il sera, selon comment il va évoluer, il y aura peut-être des choses intéressantes pour lui à l'avenir. Voilà, donc pour la flèche wallonne, bon, il y a forcément moins de choses à dire, hein, étant donné que ça se résume beaucoup à la montée, à l'ascension finale du mur de Huy, avec aussi cette part de placement hein, qui est importante. On avait vu Tadej Pogacar très bien placé, il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là pour lui. Puis Tadej Pogacar hein, qui donc a abandonné sur chute dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège, avant même qu'on ait les images télé. Donc on n'a pas bien vu comment il était tombé, mais
C'était emporté par la chute de Mikel Honoré qui s'était pris deux bons trous visiblement dans la chaussée. Et donc Mikel Honoré et Tadej Pogacar ont dû abandonner, et Tadej Pogacar, en tout cas, on sait qu'il a une double fracture au poignet, fracture du scaphoïde et du semi-lunaire pour être précis, et il a une absence estimée à 6 semaines. Est-ce que ça peut l'handicaper en vue du Tour de France, ou bon, c'est Pogacar, ça va pas changer grand-chose? Il va revenir au Tour de Slovénie, quoi. Il va pas ce qui était prévu. Oui, c'est sûr qu'en termes de programme de course, il va pas manquer de course, quoi. Non, même, je pense qu'il va revenir au Pays Basque, reprise, enfin au Pays Basque, pas au grand départ du Tour, quoi. Reprise, en détente, et bon, il va gagner la première étape, quoi. Bon, donc vous êtes pas inquiet sur Tadej Pogacar, malgré le petit impact, le petit accro qu'il y aura dans la préparation. Mais si on regarde les quelques coureurs qui s'écrasent un peu le cyclisme depuis quelques années, en tout cas qu'on voit très souvent, Wout van Aert a eu une chute, une blessure assez difficile. Ça l'a pas empêché de revenir au meilleur niveau. Evenepoel a eu une chute vraiment effrayante sur le Tour de Lombardie. Ça l'a pas empêché de revenir à un meilleur niveau. Ah, il lui a fallu du temps quand même, Evenepoel. Il a fallu du temps. Van Aert aussi, il a fallu du temps pour Oui. revenir. Pogacar, il s'est pété le poignet. Voilà, c'est Oui, pas donc, non plus. donc tu dis que entre guillemets c'est pas grand chose et que C'est un coureur cycliste professionnel. À un moment dans sa carrière, il va se faire le poignet et la clavicule. Donc, voilà, allez, voilà, c'est bon. On dit c'est coché. Ben voilà. il y a une caisse de cocher et c'est bon. Donc voilà pour Pogacar, bon, on espère que la récupération, la reprise se fera le mieux, bien évidemment, et puis aussi pour Mikel Honoré. On ne l'oublie pas, le Danois. De quoi? Il s'inquiète pas, Pogacar, le triplé, il aura l'occasion de le faire l'année prochaine. Ah, et il a encore une paire d'années à disposition pour le faire, ce triplé Amstel Flèche Liège, en effet. Alors, après les courses masculines, je vous propose de parler aussi quand même un petit peu des courses féminines avec, là pour le coup, on a eu le triplé avec Demi Vollering qui a remporté et l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. C'est la deuxième à faire ce triplé après Anna van der Breggen qui avait réalisé ce triplé lors de la première édition de Liège-Bastogne-Liège en 2017. Donc à nouveau au sein de l'équipe SD Works S ex Bulls Dolmans. Alors, concernant Demi Vollering sur cette année, on avait déjà parlé de l'Amstel Gold Race la semaine dernière, mais concernant plus particulièrement la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, est-ce qu'il y a une de ces deux victoires où elle vous a particulièrement impressionné? Sur la Flèche, quand même, c'était violent la manière dont elle a tout écrasé dans la montée finale. Et sur Liège, c'est plus le collectif SD Works qui s'est montré encore très très fort parce que avant qu'on se dise Vollering va gagner, on se disait c'est Reusser qui va peut-être gagner. Donc la victoire n'a pas semblé être en mesure d'échapper au collectif SD Works dans Liège. Là, j'ai comme le petit moment de panique au pied de la Roche-au-Faucon où quand il y a Elisa Longo-Borghini et Elise Chabet, je crois, qui avait pris peut-être une bonne dizaine de secondes d'avance. Ça n'a pas duré longtemps non plus. Hein. Oui. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a fait qu'elle est revenue un peu à bout de souffle sur les deux devant, donc qui après n'a pas pu ressortir immédiatement, faire l'écart toute seule, alors que peut-être arriver groupée au pied, elle aurait pu partir toute seule. Ouais, elle n'était pas spécialement inquiète à l'approche du sprint face à Elisa Longo-Borghini, et le dénouement lui a clairement donné raison. C'est vrai qu'après, quand on l'a vu, la petite remontée juste après le sommet de la Roche-au-Faucon, pouvoir distancer tout le monde et ça partir avec seulement Elisa Longo-Borghini, on a rapidement compris que c'était elle la plus forte. Hein. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est quand même des victoires plus intéressantes que... Là, il y a le triplé, mais ironiquement, c'est des victoires plus intéressantes que ce qu'on a eu sur les courses masculines, parce qu'il y a eu plus de doutes sur est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer. Oui, il y a eu du suspense, c'est quoi? Ça a été accroché Ça a été plus accroché. À un moment, on était un peu tous en train de se désespérer parce qu'il y a ressort devant, on se dit oh non, ça va finir comme ça. Quoi. Et au final, le final a été assez sympa.
Même sur la flèche, on a eu des bons doutes sur Yann Lippert. Est-ce qu'elle peut aller la chercher à un moment? Il y a eu un peu plus d'ambivalence. Le fait qu'elle soit SD Works, ça casse quand même un peu le truc parce que du coup, même quand il y a des petites défaillances, des petits trucs, ça permet de combler un peu les trous. C'est un peu dommage. Mais il y a aussi peut-être plus de maîtrise, plus d'assurance de sa part aussi par rapport à ses adversaires qui fait que ça passe mieux, quoi. Est-ce qu'on peut dire que sur Liège-Bastogne-Liège, c'est un peu plus une victoire d'équipe en ayant profité d'avoir Marlène Reusser à l'avant Bah, sinon, je pense que je serais fait attaquer sur toutes les transitions par des courses de trek, des courses de FDJ, des courses de canyon, et que ça aurait été plus compliqué effectivement à maîtriser, quoi. Donc là, vous saluez la tactique de SD Works. J'insiste bien parce que c'est pas souvent, j'ai l'impression. Bah, Non, après, la mais- tactique, c'était une course devant et qui bourrine et qui est forte. Bon, mais... À partir du moment où c'est le plus fort collectivement, c'est ce qu'il y avait un peu sur les Flandriennes et qu'on pouvait déjà remarquer à l'époque où c'était un volet de Kopecky par exemple, on envoie une devant et l'autre est derrière et elle attend actuellement un groupement sprint. Donc à partir du moment où tu as 2 des 3 ou 4 coureuses les plus fortes sur la course qui sont dans le coup pour la gagne, ça aide à pouvoir être un peu audacieux techniquement. Mais bon, voilà quoi, si on regarde le début de saison de cette équipe entre Lotto Kopecky et Demi Vollering, sur les classiques, on a quand même un énorme bilan. Et surtout pour Vollering d'ailleurs, parce que l'Omloop, elle était peut-être un peu plus loin, j'ai plus sa place, mais elle n'était pas partie de celles qui sont devant, mais SD Works fait quand même un doublé. Et sinon, il me semble que toutes les autres classiques auxquelles elle a participé, soit elle a gagné, soit elle fait 2. Alors pour l'Omloop, elle finit 17ème dans le peloton qui se joue la deuxième Ouais. place réglée par Lorraine Voilà. Vibus. C'est ça, c'est Et le sinon- peloton pour la deuxième place est réglé par une de ses coéquipières, derrière une autre de ses coéquipières qui gagne. Voilà. Et sinon, en termes de résultats, ça donne Strade Bianche première, à travers la Flandre première, Tour des Flandres deuxième, derrière une coéquipière, Flash Brabanson deuxième, cette fois pas derrière une coéquipière parce que c'était Sylvia Persico qui avait gagné, et puis le triplé Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, toujours première. Donc là pour l'instant, sacrée domination quand même. Et puis on peut saluer la 5e place côté français, les Vita Music à la Flèche Wallonne. Voilà, tout à fait, j'allais vous lancer là-dessus, on a un bon résultat, un résultat probant de la part des Vita Music sur la Flèche Wallonne avec ce top 5. Est-ce qu'on peut Oui. dire que ta musique, c'est la bonne note française? Voilà. Ce sera ma seule intervention sur ces questions. Merci pour ta participation, Titon, mais j'ai l'impression que ça n'a pas plu à Johan. Bon, Johan, autre chose à dire que la réaction à la blague de Titon? Non, bah c'est très bien, c'est un peu le genre de performance qu'on imaginait pouvoir faire, elle ou Juliette Labousse d'ailleurs, mais c'est pas spécialement surprenant, c'est bien que ça soit arrivé, ça va peut-être laisser faire que l'FDJ va la mettre un peu plus dans des rôles de co-leader sur les courses, même quand il y a Cécile Truc-Ludwig ou Martha Cavalli si elle se refait après, mais sur Liège apparemment Evita Music était un peu, enfin du coup maintenant elle a annoncé malade, donc peut-être qu'elle était déjà un peu malade apparemment. En tout cas, c'est la meilleure FDJ Suez à l'arrivée. Hein. Ouais. Elle finit 17ème, juste derrière Céline Carbol, et dans le groupe qui s'est joué la 8ème place. Elle est pas contente de son sprint. Mais du coup, ouais, après, elle s'installe comme coureuse de référence dans ces courses-là. C'est plus costaud que ce qu'elle a fait les années précédentes. Toujours que 23 ans, donc c'est toujours prometteur. Labousse, elle a 24, Carbol, elle a 21. Donc là, tu as quand même des Françaises qui montent, qui seront peut-être jamais au niveau de Vollering sur ce genre de course, mais en tout cas qui auront les capacités sur 15 jours pour jouer la gagne en tant qu'au moins outsideuse. Outsideuse, ouais, je sais pas comment. En tout cas, oui, donc il y a un avenir qui est prometteur pour voir ces coureurs jouer de très belles places. Bah, vraiment surpris par Carbol quand même sur Liège. Autant sur l'Amstel, c'est déjà beau et de l'avoir dans le coup, mais c'était un peu plus le terrain sur lequel on descendait. Sur Liège, qui est quand même un terrain bien difficile, on n'attendait pas forcément. Enfin, elle qui est plus une rouleuse en soi. On s'attendait pas forcément aussi haut et c'est vraiment très très beau ce qu'elle a fait quand même. Geoffrey, quelque chose à ajouter? Sur l'ensemble des classiques, félicitations à Yann Lippert pour avoir remis au bout du jour l'attaque explosion. On avait vu un peu ça sur l'Amstel, elle a remis ça à Liège. Là,
l'attaque où vraiment on se donne à 100% et dès qu'on a fini d'attaquer, on s'est tellement donné qu'il ne reste plus rien. Ça manquait au cyclisme. Ouais. Parce que honnêtement, je pense qu'il y avait moins de gagner la flèche si Van Vleuten s'était mis au service de Lippert sur la flèche. Hein. S'ils avaient essayé de jouer contre Vollering plutôt que Van Vleuten avec son statut qui garde sa course dans son coin. Avec aussi un petit détail sur la flèche, il aurait fallu que Vollering ait pas 3-4 secondes d'avance au pied, quoi. Parce que la petite cassure au pied... Oui, mais ça, c'est tenté dans la pente, c'est pas tellement grave. Mais surtout que Vollering soit pas en roue libre les 3-4 bandes avant la montée du mur de 8. T'as Van Vleuten qui attaque à ce moment-là, si Vollering est obligé de faire la chasse derrière, ça fait pas la même montée. Oui, parce qu'elle Vollering, elle n'avait plus d'équipière, elle était isolée dans ce groupe, ça revenait de l'arrière. Elle était toute seule, elle avait cramé un peu tout le monde, donc du coup il n'y a plus personne qui voulait trop attaquer, parce qu'elle avait fait la montée de Chirav très très fort. Mais Van Vleuten n'a pas voulu sacrifier ses chances à ce moment-là pour aller faire une place d'honneur, donc c'est un peu dommage. Et Van Vleuten qui finit donc 7ème sur la Flèche Wallonne et 6ème sur Liège-Bastogne-Liège. Voilà donc pour les performances de la championne du monde. Et apparemment à Movistar on fait 0 briefing d'avant-course, hein, parce que sur Liège, entendre entre les deux, c'était pas terrible non plus. Ah ben, elles ont posé des sacoches on réclame de l'égalité homme-femme dans le sport professionnel. On l'a dans les briefings chez Movistar. On avance étape par étape. Voilà, c'est bon, vous avez pu vous moquer de la tactique Movistar. Ça aussi, c'est à cocher dans le bingo chasse-patate. Mais bon, on les aime bien évidemment. Voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast et avant de se quitter, je vais vous demander, messieurs, un petit pronostic pour le Tour de Romandie qui commence ce mardi. Qui succédera à Alexander Vlasov? Allez, qui veut se mouiller? Tito, vas-y, qui est ton favori pour le Tour de Romandie? J'ai bien envie de dire Yohann Izagirre, même si Tion 2000, c'est pas la montée qui lui convient de mieux. J'y crois. Un peu. Il a l'air d'avoir la forme de sa vie, enfin, ou presque. Voilà, puis ça fera plaisir aux fans de la Cofidis. Petite victoire avant le Tour, ça fait longtemps qu'il a fait gagner de classement général, donc allez, j'essaie sur lui. Johan? On est en Suisse, en général les Suisses marchent bien sur les courses suisses, donc je veux dire Gino Madère, qui était 2e l'an dernier, je crois, qui était fort sur Paris-Nice, qui a priori va avoir un parcours qui convient bien entre grosse arrivée au sommet, un chrono, devrait bien se passer. Alors tout à fait, Gino Madère, 2e l'an dernier. Alors, on va quand même préciser qu'il n'y a pas eu de vainqueur suisse sur le Tour de Romandie depuis Laurent Dufaux en 1998. Ouais. Il y a plein de victoires d'étape. Ah oui, ça, avec des Stéphane Kuhn, des Michael Albazini. Albazini, il a gagné tout aussi pendant un moment. On a l'impression que les étapes, elles étaient tracées juste pour lui. Et Geoffrey, pour terminer? Je vais citer quelqu'un qui a déjà gagné plusieurs courses d'une semaine dans le World Tour et même plus que ça, qui cette année a fait son meilleur résultat dans une course par étape depuis sa grave blessure, qui l'année dernière a su faire des podiums sur des courses de côte, qui a passé de bons rouleurs à côté. Je te vois chercher. Chris Froome. J'attendais ta recherche. Tu veux de l'audace dans les pronostics. Tu ne l'attendais pas, le retour de Chris Froome là, sur le Tour de Romandie. Plus sérieusement, si je te donne 1 euro et que tu as envie de le récupérer, tu le mettrais sur qui? Du coup, quitte à pas prendre de risque, je vais dire Yates. Voilà. Quitte à pas prendre de risque, je vais pas dire lequel des deux. Voilà. Quitte à jouer sécurité, autant miser 2 coureurs en un. Hein, c'est ça. Avec Adam et Simon Yates qui seront alignés chacun de leur côté. Adam côté UAE Emirates, qui verra d'ailleurs le retour de Juan Ayuso, et Simon du côté de Jaiko Alula. Voilà, et puis après on aura aussi pas mal d'autres coureurs. On a en vrac, on a du Sergio Higuita, on a Damiano Caruso aussi, parce que pour information, j'avais quand même noté en préparant ce podcast que Geoffrey m'avait dit Damiano Caruso et Titouan Adam Yates. Mais bon, voilà. Et puis, on n'oublie pas non plus, côté français, Romain Bardet et surtout Thibaut Pinot.
et Lenny Martinez, mais Thibaut Pinot que beaucoup attendent. Et Pierre-Luc Perrichon. On attend Pierre-Luc Perrichon. Voilà. Non, mais il y a Kevin Vauquelin, hein, parce qu'il y a tous les fans d'Arkea qui sont en sueur, parce qu'ils s'imaginent que ça y est, on tient le Français vainqueur d'une course par étape pour tour. Eh ben allez, soyons fous, on va continuer. Il y a Geoffrey Bouchard et Nance Peters qui peuvent m'échapper, ils vont faire un truc. Et Clément Berthet aussi qui a lancé qu'il visait le général du Tour de Romandie du côté d'AG2R. Donc quitte à viser large, autant citer un peu tous les. Allez, il y a des contre-la-montre. Rémi Cavagna, il va gagner, il va être en tête au chrono intermédiaire dans le prologue. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un coureur français qu'on n'a pas cité? Je vois du Lilian Calmejane chez Intermarché. Voilà, comme ça on a cité aussi un petit peu. Galopin, Dossard 51. Voilà, c'est important de citer le Dossard 51. Et puis quitte à citer des dossards, le 21 pour Steven Kruijswijk, parce que le dossard 21 gagne pas mal cette saison visiblement. Bon, avec tout ça, donc on vous a cité quand même pas mal de noms. Je vous laisserai, auditeurs, choisir votre favori. Si avec tout ça il n'y a pas le vainqueur, je sais pas ce qu'il faut. Mais bon, tous les coups ça va se finir en Matteo Jorgensen et on se fera avoir. Mais c'est comme ça. Voilà donc. On arrive tranquillement à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Geoffrey, Johan et Titouan d'avoir été en ma compagnie pour débriefer ces Ardennaises, la Flèche et Liège, et pour ce dernier podcast spécial classique, puisqu'à présent on passera aux courses par étapes. Avec la semaine prochaine, on se retrouvera pour un podcast présentation du Tour d'Italie, et on aura aussi, à moins d'une victoire française sur le Tour de Romandie, on aura aussi un podcast bonus, petit bonus qui arrivera mardi, avec une grande championne française. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve mardi, donc pour le prochain podcast Chasse Patate. Et donc en attendant, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup, et à bientôt dans Chasse Patate.